lorsqu'une entreprise commence à souffrir, la qualité des services va se dégrader. Je pense naturellement aux hôtels, je pense aux restaurants, je pense même aux compagnies aériennes. Mais il n'y a rien de pire dans ce domaine-là que l'entreprise de pompes funèbres en pleine déconfiture. Mes amis, bien le bonsoir. J'ai entre les mains le dossier absolument extraordinaire du crématorium de Tri-State, le crématorium des 3 États. Le crématorium était situé dans la zone de Noble, dans l'État de Géorgie, et on l'appelait le crématorium des 3 États tout simplement parce qu'il servait la Géorgie, l'Alabama et le Tennessee. Ce crématorium avait été fondé comme une affaire familiale au début des années 70. Le propriétaire original va opérer pendant un certain nombre d'années et puis, arrivant au milieu des années 90, il va être vieux, sa santé va se dégrader et il va décider de laisser son fils s'occuper de l'affaire. Alors, le fils en question était à l'université, rêvait de devenir footballeur international, et cette histoire tombait extrêmement mal pour lui. Ce jeune homme, quittant son université, et puis allant brûler des cadavres pour faire tourner l'industrie de la mort, c'était peut-être pas son truc, mais néanmoins, il doit s'atteler à la tâche. En 1996, alors que le père est au plus mal, Monsieur Ray Marsh, va reprendre l'affaire. Alors, le crématorium, en réalité, ne traitait pas directement avec le public. C'est ce qui lui a permis d'échapper un petit peu aux règles en place sur les pompes funèbres. En fait, comme nous sommes dans une industrie, quelle que soit l'industrie en Occident, en fait, qui est extrêmement sous-traitée, c'est-à-dire que on a des entreprises de pompes funèbres, lorsqu'elles reçoivent un corps avec l'instruction de l'incinérer, eh bien, beaucoup de ces entreprises n'ont pas elles-mêmes l'équipement, n'avaient pas de quoi procéder à cette incinération. Ce qu'elles faisaient, c'est qu'elles prenaient le corps dans une logique de sous-traitance au crématorium des 3 États. Donc le crématorium des 3 États jamais n'avait à travailler directement avec le public. Ce qui lui a permis d'échapper au fait que dans cette industrie-là, normalement, il avait besoin d'une licence. L'affaire va continuer. Le crématorium reçoit durant ces années-là à peu près 2000 corps, jusqu'au jour où, en 2002, un scandale abominable va éclater. En fait, au fur et à mesure que les années passaient, des choses bizarres étaient vues et signalées même aux autorités autour du crématorium. Les bâtiments de cette entreprise étaient situés dans une sorte d'impasse entourée de bois, de forêts, avec des voisins relativement éloignés, ce qui donnait un décor assez discret puis extrêmement propice à l'activité qui était la leur. Alors, un jour, il y a un fournisseur de gaz, un chauffeur qui arrive avec un camion pour livrer des bonbonnes de gaz et il a l'impression de voir, autour du crématorium, il a l'impression de voir des corps dehors. Il va aller s'en ouvrir au shérif de la région qui, lui, se dit, bon, un crématorium avec des corps humains, quoi de plus normal? Il jettera quand même un coup d'œil, il ira faire une petite tournée d'inspection, il trouvera rien d'anormal, et il rentrera à son commissariat sans faire autre chose. Un peu plus tard, un autre signalement va obliger le shérif à se déplacer encore une fois sur les lieux. L'EPA, l'agence gouvernementale américaine qui s'occupe de l'environnement, va aussi recevoir des signalements. Et chaque fois on dirait qu'il y a des corps humains ou des ossements qui sont dans les bois autour du crématorium.
Un jour, nous sommes au début 2002, il y a un promeneur avec son chien qui traverse le bois et va trouver un crâne humain et des os longs. Il va les ramasser et il va les emmener chez les autorités. C'est à partir de là qu'une inspection grandeur nature va débarquer et avec elle un cirque médiatique qui va durer plus d'un mois. En février 2002, toutes les télévisions américaines sont rivées sur l'histoire du crématorium de Tri-State. Pendant que les hélicoptères avec des caméras, avec des énormes zooms survolent la région, les autorités qui fouillaient l'endroit commençaient à découvrir de plus en plus de corps. Et il y en avait partout. Ils n'arrivent même pas à les compter. Il y en a beaucoup. Il y en a tellement que ils doivent demander de l'aide aux autres États. Ils doivent même ramener une morgue provisoire qu'ils vont installer sur site. Partout dans la forêt, il y a effectivement des corps abandonnés. Il y en a aussi dans des caisses en bois. Il y en a dans des cercueils et ça s'empile jusqu'au plafond. Il y a un hangar plein de corps. Ils trouvent aussi un corbillard, une vieille voiture en panne, pourrie, rangée déjà par la végétation et la rouille. Et à l'intérieur, il y a également de nombreux cadavres. Alors ils commencent à les comptabiliser, à défaut de les identifier. Et au bout des mois de recherche extrêmement difficiles, certains agents fédéraux se retrouvent à vomir en lisière de forêt. Eh bien, ils vont trouver plus de 340 corps. Le plus récent, daté de quelques jours avant l'inspection, alors que le plus ancien était déjà à l'état de squelette. Ça veut dire que, sur une durée de plusieurs années, eh bien, le crématorium ne passait pas à l'incinération des corps. Les familles avaient reçu, une fois que la police va chez les familles, on découvre que de nombreuses familles avaient reçu la poussière de béton. Elles avaient reçu une sorte d'urne contenant une poudre. En fait, c'était tout simplement des balayures de béton et de la sciure de bois qui avaient été données alors que l'être cher qui avait été confié à l'entreprise de pompes funèbres, qui avait touché des espèces sonnantes et trébuchantes pour l'incinération, eh bien cet être cher avait fini dans la forêt ou à l'intérieur d'un corbillard en panne. Le dirigeant du crématorium n'explique pas son geste, personne ne comprend, d'autant plus que durant ces années où il a dirigé l'affaire, il a quand même procédé à l'incinération en bonne et due forme de 1500 corps. Le four a été inspecté, puis malgré quelques petits défauts, il fonctionnait normalement. Il y avait suffisamment de gaz et de combustible. Il n'y avait strictement aucune raison, personne ne s'expliquait pourquoi il n'a pas incinéré ces corps. L'identification va s'avérer fastidieuse. Ils arrivent à identifier à peu près 220 d'entre eux, mais pour beaucoup, on ne peut pas les identifier, tout simplement parce qu'ils sont réduits à l'état de squelette, ils n'ont plus de famille, on n'arrive pas à contacter des proches, et on doit se résoudre à les enterrer ou, cette fois-ci, les incinérer pour de vrai, sans que jamais on ait pu contacter qui que ce soit. Une fois que le propriétaire est déféré devant la justice, ils vont avoir du mal à trouver des chefs d'inculpation, parce qu'en Géorgie, en 2002, on n'arrivait pas à regarder dans la loi existante et trouver un chef d'inculpation. Alors au départ, ils vont partir sur l'idée que, voilà, il a volé des corps. On lui a confié des corps à incinérer et il les aurait volés, c'est-à-dire à défaut de trouver un meilleur chef. Le problème, c'est que avec son avocat, il fait remonter l'histoire devant la Cour suprême de Géorgie, qui va regarder dans les textes de loi et dire que, en l'état des choses, un corps humain n'a strictement aucune valeur marchande. Or, pour accuser quelqu'un d'avoir volé quelque chose, il faut que cette chose soit un bien et il faut que ce bien-là ait une valeur marchande. Donc, ceci va tomber à l'eau. Alors, va s'en suivre un cirque judiciaire interminable à rallonge.
Monsieur Marsh finira par être condamné à 12 ans de prison. Il fera ses 12 années en intégralité et il sortira en 2016. Il a été théorisé, en particulier par son avocat, que peut-être Monsieur Marsh a été victime d'une intoxication insidieuse aux vapeurs de mercure. Énormément de corps qu'il devait incinérer avaient des dents avec ce qu'on appelle des amalgames. L'endroit où cette incinération se faisait n'était pas bien aéré et énormément de fumée d'incinération finissait dans les locaux et allait vers le personnel. Donc, le père Marsh lui-même avait perdu la tête, il était mort en 2003 et avait des problèmes nerveux. L'autre, son fils, on pense qu'il a été insidieusement intoxiqué de la même manière et a fini par lui aussi perdre la boule. Durant son procès, il n'a pas voulu parler sur le conseil de son avocat. Il a plaidé le 5e amendement. C'était un amendement de la Constitution américaine qui donne à n'importe quel prévenu le droit de garder le silence pour ne pas témoigner contre lui-même. Les familles, elles, restent pour toujours avec leurs questions, mais le juge, pour libérer M. Marsh en 2016, lui a quand même ordonné d'écrire des lettres individuelles, différentes, manuscrites à chacune des familles impliquées. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. On se voit dans une autre.